En ventilation, 9 principes de captage ont été retenus. Ce sont ces principes que nous allons tout d'abord illustrer à l'aide d'une maquette. Le premier principe nous recommande d'envelopper au maximum la zone de production des polluants. Nous observons clairement sur cette maquette l'effet du capotage qui enveloppe l'espace compris entre la hotte et le point d'émission. Le polluant est entièrement évacué. Par contre, si on enlève le capotage, la fumée s'échappera pour partie hors de la hotte, surtout s'il y a un courant d'air. Il faut donc bien envelopper au maximum la zone de production des polluants. Deuxième principe, capter au plus près de la zone d'émission. Il est clair que, sans varier la vitesse d'aspiration, plus on approche la buse du point d'émission, plus elle évacue la fumée avec efficacité. Principe numéro 3. Installer le dispositif d'aspiration de sorte que l'opérateur ne soit pas placé entre la source de pollution et l'aspiration. Notre mannequin, travaillant entre le dispositif d'aspiration et la source de pollution, reçoit la fumée qui s'échappe. Il vaut mieux attirer cette fumée à l'opposé de l'endroit où l'opérateur travaille, évidemment. Principe numéro 4. Utiliser les mouvements naturels des polluants. Certains outils donnent une vitesse parfois importante à la pollution qu'ils engendrent. Le système d'aspiration sera alors placé sur la trajectoire du polluant. Principe numéro 5. Induire une vitesse d'air suffisante. Supposons pour la démonstration qu'il ne soit pas possible d'approcher la buse de notre fumigène. Cette contrainte nous oblige à augmenter la vitesse d'aspiration pour parvenir à extraire l'air pollué. Il faut toujours induire une vitesse d'air suffisante. Le principe numéro 6 nous conseille de répartir uniformément les vitesses d'air au niveau de la zone de captage. En effet, si la fente d'aspiration de cette maquette est de largeur constante, nous voyons qu'elle évacue moins bien la fumée la plus éloignée de la buse d'aspiration, à gauche de l'écran. En modifiant la forme de cette fente, on va uniformiser les vitesses d'air, ce qui apportera une meilleure répartition du captage. Principe numéro 7. Compenser les sorties d'air par des entrées d'air correspondantes. Nous avons rempli ce caisson de fumée et l'avons fermé hermétiquement. Si l'on met en route le système d'aspiration, l'extraction sera totalement inefficace. Mais si on laisse entrer de l'air de compensation, regardez, le principe numéro 8 nous rappelle qu'il faut éviter les courants d'air. Dans ce cas, alors que nous avons correctement disposé la buse d'aspiration, on s'aperçoit que l'action d'un courant d'air réduit son efficacité. Le principe numéro 9 nous conseille de rejeter l'air pollué en dehors des zones d'entrée d'air neuf, ce qui paraît bien évident.
Ici, nous extrayons parfaitement la fumée de notre caisson. Très bien, mais évitons de la rejeter devant l'entrée d'air que nous avions ménagée. Évitons aussi de disposer une entrée d'air dans une zone déjà polluée, que ce soit par nous ou par les voisins. Ces 9 principes que nous venons d'illustrer ont pu vous paraître évidents, peut-être même simplistes. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. Dans la pratique, on devra tenir compte de ces principes simultanément, et cela en fonction du site spécifique dans lequel on les appliquera. Les chercheurs de l'INRS effectuent en laboratoire des simulations de situations que l'on rencontre en milieu industriel. Il s'agit pour eux de mieux cerner une réalité souvent complexe. Dans la pratique, la réflexion sera toujours assujettie aux conditions de travail et à son environnement et mettra donc en jeu de nombreux paramètres. Au centre de cette cabine de ventilation, nous voyons la maquette d'un bain de traitement de surface. La cuve, d'où s'échappe le polluant, la fente d'aspiration. On provoque un courant d'air matérialisé ici par cette fumée. Ce courant d'air, dont on peut faire varier la vitesse, traverse la cabine de part en part. On reconstitue de cette façon l'environnement ordinaire d'un poste de travail en atelier. Observons ce qui se passe quand nous diminuons progressivement la vitesse du courant d'air. Les résultats enregistrés par des capteurs nous permettent de cartographier les concentrations de polluants en fonction des vitesses de courant d'air. On visualise ainsi l'importance du phénomène. Vous reconnaissez la cuve, la fente d'aspiration, en pointillé le volume de mesure. Le polluant est en rose, donc vous en voyez une grande partie qui est reprise par la fente d'aspiration. On a un léger échappement sur le côté. Cette image correspond à une efficacité pour le système de l'ordre de 97%. Ceci pour une vitesse de perturbation de l'ordre de 0,3 mètres par seconde. Si on augmente un petit peu la vitesse de perturbation, pas de beaucoup, 0,4 mètres par seconde, donc on obtient cette cartographie, une efficacité globale de l'ordre de 95%, ce qui est encore relativement bon. Si l'on passe par contre à 0,5 mètres par seconde, là l'efficacité chute à 75%. On voit que la fraction de polluants qui sort de la cuve commence à devenir importante. Et si l'on passe à 0,6 mètres par seconde en vitesse de perturbation, l'efficacité chute rapidement, à peu près 40% seulement d'efficacité. Au lieu d'accélérer notre système de captage et par là même de gaspiller de l'énergie, on cherchera de préférence à neutraliser l'action du courant d'air. Donc en haut, une image comparable à celle qu'on a vue avant, une efficacité de l'ordre de 40%. Et pour lutter contre cette perturbation, on va mettre en place un dosseret qui se trouve juste au-dessus de la fente et qui protège des courants d'air d'une part, et d'autre part réduit la zone d'aspiration, donc augmente la vitesse de captage dans cette zone. Donc l'efficacité qui était de 40% avant passe à peu près à 98%. Dans la pratique, la mise en œuvre du captage associera toujours plusieurs principes. Il faudra bien sûr adapter les solutions à chaque situation particulière. Tout cela nécessitera une étude qui, de plus, devra prendre en compte la spécificité du poste de travail et de son environnement, et bien entendu, de la tâche à accomplir par l'opérateur. Cela passe par l'observation précise de chaque situation concrète et le conseil de spécialistes. Conseil à suivre.